Les matins du samedi, Quentin l'a fait. Une nouvelle étape franchie dans le chaos ce jeudi à Gaza. Des soldats israéliens ont ouvert le feu sur une foule affamée pendant une distribution d'aide qui a tourné au massacre avec la mort de 115 personnes, selon un bilan provisoire transmis par le Hamas et plus de 760 blessés. Et alors que deux versions s'opposent encore pour mesurer et comprendre ce qui s'est effectivement passé, lumière ce matin sur la situation humanitaire à Gaza, dramatique, et sur l'actualité du conflit qui oppose Israël et le Hamas. Discussion donc avec deux invités. Vincent Lemire, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, professeur à l'université Gustave Eiffel, co-auteur de la bande dessinée intitulée Histoire de Jérusalem, une bande dessinée qui a paru aux éditions Les Arènes. Et à distance, Aurélie Godard, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin anesthésiste en réanimation, responsable des activités médicales de Médecins sans frontières à Gaza. Le long de la côte, une charrette tirée par un âne transporte des cadavres. La nuit dernière, c'est l'arrivée d'un convoi humanitaire qui a basculé dans l'horreur. Selon le ministère de la Santé du Hamas, plus d'une centaine de civils auraient été tués et plus de 700 blessés. Nos enfants meurent de faim. Nous allons chercher un sac de farine pour les nourrir et quand certains leur tirent dessus, les autres leur roulent dessus. Ils nous envoient cette aide pour que les Juifs tuent nos enfants. Il n'y a eu aucune frappe de l'armée israélienne contre ce convoi. Au contraire, l'armée israélienne dirigeait une opération humanitaire et c'est pourquoi nous étions là. Parce que notre guerre est contre le Hamas, pas contre le peuple de Gaza. Le chef des Nations Unies se dit choqué et plaide pour une enquête indépendante efficace. La Chine condamne vigoureusement cet incident. À l'ONU, l'ambassadeur palestinien évoque, lui, un massacre. Des dizaines de victimes avaient une balle dans la tête. Ce n'est pas comme si, vous savez, vous tirez dans le ciel pour retenir les gens. S'il y avait de la confusion et du chaos, c'était intentionnel, ciblé et tué. Vincent Lemire, sans entrer dans le détail de ce qui s'est passé, puisqu'on ignore encore la teneur des événements, comment est-ce que vous interprétez cet événement, ce jeudi noir, cette tragédie ? Oui, vous avez raison, on n'est pas expert en balistique, ni vous ni moi. Il y aura une enquête. Par contre, on sait qu'une population civile de 2,5 millions de personnes, qui est affamée, qui est assoiffée, où il n'y a plus d'autorité civile, c'est ça qu'il faut retenir. C'est-à-dire, on a beaucoup parlé de l'UNRWA ces dernières semaines. Il n'y a plus l'UNRWA pour distribuer l'aide alimentaire à Gaza. L'UNRWA qui est l'Organisation des Nations L'Organisation Unies, des qui Nations s'occupe Unies des réfugiés palestiniens. pour les réfugiés palestiniens, et donc qui a eu une centaine de morts dans ses rangs. Il n'y a plus de policiers palestiniens, donc il n'y a plus d'autorité civile. Et on a une population civile qui est affamée. Il faut que, pour les gens qui nous écoutent, pour qu'ils se rendent compte, avant la guerre à Gaza, il y avait à peu près 500 camions de nourriture qui rentraient tous les jours dans la bande de Gaza. Aujourd'hui, les besoins sont multipliés par 10 parce que les capacités de production à Gaza sont quasiment nulles. Et aujourd'hui, on en est à moins de 100 camions par jour en moyenne. D'accord ? Et y compris depuis le premier jugement de la Cour internationale de justice, il y a juste un mois en fait, cette Cour internationale de justice avait dit il y a vraiment un risque immédiat pour la population civile. Il faut au moins doubler le nombre de camions qui rentrent. En fait, il a été divisé par 2 au cours du mois de février. Donc, c'était inévitable. Ça n'est pas un accident. C'est quand on n'a plus de population, quand on n'a plus d'autorité civile, une armée ne peut pas en même temps faire la guerre et distribuer des sacs de farine. Ça ne marche pas. Il y a un terme qui revient beaucoup depuis hier dans la presse israélienne, c'est la Somalie. On est dans une situation à la somalienne, Mogadiscio. C'est-à-dire une population totalement affamée ? Totalement affamée, livrée à elle-même, livrée à la violence. Pourquoi est-ce que les gens se précipitent sur les camions ? Peut-être les gens qui nous écoutent se disent « mais pourquoi ils n'attendent pas tranquillement qu'on leur distribue à chacun leur ration ?» Quand il n'y a plus aucun policier, aucun agent de l'UNRWA, rien, à part le chauffeur du camion, et qu'il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui ont faim. Ils se précipitent sur les camions parce que sinon, c'est les clans familiaux, c'est les clans mafieux qui vont évidemment prendre la nourriture et ensuite la revendre à des prix insensés. Et ça, c'est le cas partout. Encore une fois, si les gens se souviennent, la chute du Faucon Noir, c'est-à-dire qu'une armée, une fois qu'elle a détruit entièrement des infrastructures civiles, si elle n'a pas pris le temps de réfléchir au jour d'après, c'est ce qu'on reproche à Netanyahou, y compris en Israël depuis le début de cette guerre, c'est-à-dire pas de but de guerre assumé, en tout cas, explicite, et pas de plan pour gérer une population.
à part effectivement des ministres d'extrême droite qui disent il faut l'expulser, cette population. Mais ça, Netanyahou ne l'assume pas. Ça n'est pas un accident, c'était inéluctable, ça devait arriver, ça allait arriver et ça va encore arriver. Aurélie Godard, quelle analyse, ou même en tant que responsable de Médecins sans frontières à Gaza, faites-vous de cet événement, de cette tragédie? Est-ce que pour vous également, ce n'est pas un accident? Alors l'événement est bien entendu tragique. Il a malheureusement fait la lumière sur, dans une proportion absolument catastrophique, mais fait la lumière sur les blessés civils de cette guerre-là, dont MSF, que MSF mentionne depuis le début. Non, c'est pas un accident. On sait depuis longtemps que l'aide n'arrive pas au nord et que quand elle arrive, c'est vraiment au compte-gouttes. Et effectivement, ces distributions, elles sont très largement insuffisantes. Mais cette population civile, elle est malheureusement la victime de cet enclavement et puis de cette absence de distribution au nord. Et il y aurait certainement eu des façons d'éviter ce désastre. Il suffisait effectivement d'élargir l'accès à l'aide humanitaire, à l'alimentation, à l'eau. On n'a pas parlé de l'eau, là c'est essentiellement de l'alimentation, mais dans le nord, le problème est plus large que l'accès à l'alimentation. C'est également l'accès à de l'eau potable qui est un problème. Donc les gens n'ont aucun de leurs besoins primaires qui sont couverts. Et forcément, ça engendre ces tragédies absolument désastreuses. Et c'est pas pour le coup, c'est pas la Somalie, c'est pas des problèmes de sécheresse, c'est pas l'absence de récolte, c'est pas qu'il n'y a pas de nourriture, c'est qu'elle n'arrive pas là où elle devrait arriver. Ce qui est très différent de effectivement des populations privées de récolte pendant plusieurs années consécutives. Là, malheureusement, il y a de la nourriture, c'est juste qu'elle n'est pas au bon endroit. Pour bien comprendre ce que vous êtes en train de nous expliquer, Aurélie Godard, pourquoi l'acheminement humanitaire, l'aide humanitaire est-elle le plus compliqué à faire parvenir au nord de Gaza? Alors tout rentre par les points d'entrée du sud, où sont amassés, comme vous le savez, 1 million, 3, 4, 5, ça dépend des estimations, mais en tout cas l'essentiel de la population de Gaza. Mais il reste près d'1 demi-million de personnes qui sont situées au nord de la bande de Gaza, mais toute l'aide rentre par le sud, doit donc transiter, et puis doit surtout bénéficier d'une autorisation pour faire cette route qui traverse une ligne de front, une zone de combat active. Donc il doit d'abord bénéficier de l'autorisation de l'armée israélienne pour traverser, et la grande majorité de ces convois qui amènent de la nourriture, des éléments médicaux éventuellement, etc., la plupart de ces convois sont refusés et l'accès au nord leur est impossible de par l'absence d'autorisation. C'est près de 2/3, presque 70% de ces convois qui sont refusés. Le nombre de base est déjà insuffisant, l'essentiel est refusé. Même ceux qui sont validés parfois ne pourront pas y arriver parce qu'ils obtiennent la validation trop tardivement, parce que ça va bloquer au checkpoint, etc. Donc c'est vraiment une infime partie de ce qui devrait arriver qui parvient vraiment dans le nord. Vincent Lemire, l'événement de jeudi marque aussi peut-être un tournant dans la nature des réactions officielles à l'international. Dans une interview donnée au journal Le Monde et qui a paru ce matin, le ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, explique que la situation humanitaire à Gaza crée des situations indéfendables et injustifiables dont les Israéliens sont comptables. Là aussi, est-ce que c'est un tournant, ce type de réaction ? Oui, j'ai essayé de réfléchir à un précédent qui pourrait nous permettre de comprendre ce qui se passe. Et j'ai pensé au massacre de Cana, de Kfar Cana, en avril 1996, pendant l'opération Raisin de la colère au Liban. 106 morts, c'était un tir, alors accidentel ou pas, hein, c'était pareil, sur un convoi de l'ONU, 106 morts civils. Et ça avait fini, en fait, au bout d'une dizaine de jours, ça avait stoppé, en fait, l'opération Raisin de la colère, alors que Shimon Peres, qui voulait passer pour le chef de guerre qu'il n'était pas, voulait absolument continuer. La pression internationale avait été trop forte. L'opération s'était arrêtée. Des élections avaient, du coup, eu lieu. Et Shimon Peres avait été battu par un certain Benjamin Netanyahou. C'est le début de la carrière politique de Netanyahou. C'est la première fois qu'il devient Premier ministre. Donc, effectivement, c'est un peu l'image de la goutte d'eau. Parce que pour nous, observateurs et experts, et Aurélie Godard a raison, c'est un drame absolu, mais ça n'est jamais que l'illustration de ce qui se passe dans la bande de Gaza depuis 3-4 mois. Mais voilà, c'est en fait, c'est peut-être le moyen aussi pour le public, pour les gens qui nous écoutent, de se rendre compte en fait d'un coup, d'arriver à concrétiser ces chiffres qui depuis plusieurs semaines devenaient très très abstraits. Voilà,
j'utilise toujours cette comparaison parce qu'elle nous permet de réfléchir. C'est vrai qu'on a passé la barre symbolique des 30 000 morts. Le journal Libération en a fait une très, très, très frappante il y a 3 jours. 30 000 morts, ce sont les chiffres du Hamas, on le précise Oui, simplement. 30 000 morts, mais vous savez, alors pour le coup, tous les gens qui connaissent un peu Gaza savent que ce sera plus. Je veux dire, c'est 30 000 morts identifiés, mais il manque les disparus et les gens qu'on va trouver sous les décombres. Mais ne retenons que 30 000 morts, hein, sur une population de 2 millions, et demi d'habitants. C'est plus de 1%, c'est 1,2, 1,3% de la population. Rapporté à la population française, ça correspondrait à 800 000 ou 900 000 morts. Je veux dire, c'est mort, hein, sans compter les blessés graves, les gens qui sont amputés, qui sont blessés à vie, etc. Et y compris le secrétaire d'État américain à la Défense dit qu'il y a 2/3 de femmes et d'enfants. Sachant que tous les hommes ne sont pas a priori des combattants du Hamas. Donc voilà, c'est peut-être le moment où la communauté internationale va trouver les mots. Stéphane Séjourné les a trouvés effectivement dans le monde. Joe Biden lui-même a une campagne électorale qui est compliquée. On sait que ce qui se passe, y compris à Gaza, ça lui coûte en fait politiquement. Il y a toute une base démocrate aux États-Unis qui est en train de faire pression de plus en plus forte. Et puis il y a l'Ukraine. Il faut vraiment que les gens qui nous écoutent se rendent compte, parce que c'est vraiment les deux événements monstres qui se passent. Même l'enterrement de Navalny, tout ça est lié pour 2 raisons. La première raison, c'est du point de vue du droit international. On ne peut pas avoir de double standard, en fait. On ne peut pas d'un côté faire des sanctions économiques contre la Russie, armer l'Ukraine, etc. Et puis laisser faire ce qui se fait à Gaza. Ça n'est pas possible, y compris vis-à-vis des opinions publiques de ce qu'on appelle le Sud global. Ça ne marchera pas. Et les États-Unis, à force de mettre leur veto au Conseil de sécurité, vis-à-vis de la Russie, ça devient compliqué. Donc ça, c'est la première raison. Le premier lien très fort. Et puis le deuxième lien, ce sont les munitions. Les munitions qui arrivent à Gaza, 90%, 95% des munitions sont des munitions américaines. Ce sont celles qui n'arrivent plus en Ukraine depuis 4 mois. Les 2 guerres sont consubstantiellement liées, y compris sur le plan très très technique. S'il y avait un cessez-le-feu, j'allais dire 2 problèmes, une solution. Les munitions américaines pourraient, de façon à nouveau plus fluide, arriver en Ukraine. Donc oui, tout, on va dire, converge pour qu'enfin il y ait un cessez-le-feu. Et puis il y a un dernier sujet, c'est les otages. Il faut en parler. On allait y venir, bien sûr. Voilà, 138 otages qui sont encore aux mains du Hamas. On ne peut pas libérer d'otages dans une telle situation. Ça, je pense que tous les gens qui nous écoutent peuvent le comprendre. Quand on n'arrive même pas à distribuer des sacs de farine, une libération d'otages, je veux dire, c'est sur le plan logistique, sur le plan sécuritaire. Les gens, évidemment, les gens qui gardent les otages en captivité ne peuvent pas être localisés. Donc, tous les otages qui ont été libérés ont été libérés dans le cadre d'une trêve. Il faut que les combats s'arrêtent, il faut que les drones s'arrêtent de voler, il faut que la surveillance électronique soit desserrée pour que, de façon sécurisée, il y ait des couloirs qui puissent faire sortir des otages. On va revenir bien sûr sur la question des otages. Un point quand même, tout de même, sur la question humanitaire, encore avec vous, Aurélie Godard. 2/3 de femmes et d'enfants parmi les victimes. Comment est-ce qu'on l'explique ? Alors c'est malheureusement le prix à payer de bombardements indiscriminés qui affectent la population civile, donc les gens du quotidien qui se retrouvent au mauvais endroit au mauvais moment, donc incluant bien sûr beaucoup sur la bande de Gaza, mais des femmes, des personnes âgées. Alors, la victime de ces bombardements, de ces affrontements. Alors la connexion a été coupée, on va tenter de la rétablir. Je voulais vous poser une autre question en parallèle, Vincent Lemire. Depuis le début de ce conflit, depuis le 7 octobre, on explique que cette guerre oppose Israël au Hamas. Et dans le même temps, quand on regarde les chiffres, quand on regarde la nature des morts et des victimes, les populations civiles sont les premières touchées, avant même les combattants. Alors est-ce qu'Israël s'oppose effectivement au Hamas ou s'oppose de fait aux Palestiniens? C'est une tendance que l'on voit de monter de plus en plus. Il faudrait peut-être changer les termes. Oui, c'est le Hamas qui a déclenché la guerre, le 7 octobre. C'est pas la population civile palestinienne. Donc on a eu raison en tout cas au départ de parler et de titrer dans les médias une guerre Israël-Hamas. Mais vous avez raison, il y a les chiffres. Ils sont glaçants, les chiffres de victimes civiles. Et puis,
il y a encore une fois cette fameuse question des buts de guerre. Et on sait que Netanyahou n'a pas de but de guerre explicite. Mais il s'est passé il y a un mois. Il y en a un flou, éradiquer le Hamas. Oui, éradiquer le Hamas, mais même ces services de sécurité disent on n'y arrivera pas, il y a 700 km de tunnels, on ne va pas les faire un par un. Et donc Yahya Sinwar, il est dans forcément le tunnel le plus protégé, avec sans doute des otages autour de lui, comme bouclier humain. Bref. Par contre, il y a un mois, il y a eu une conférence à Jérusalem qui était intitulée Recoloniser Gaza. Et à cette conférence, il y avait 12 ministres du gouvernement. Donc on peut penser que c'était quand même assez représentatif. Et en fait de recolonisation de Gaza, c'était une conférence où la plupart des gens qui intervenaient, des ministres y compris, plaidaient pour une expulsion massive de la population civile de Gaza. Ben Gvir, le ministre Ben Gvir de la Sécurité nationale, a dit au micro, la seule solution, c'est la déportation massive des habitants de Gaza. Bezalel Smotrich, le ministre des Finances, avait donné un chiffre quelques jours plus tôt en disant 100 000 à 200 000 habitants dans la bande de Gaza, ce serait parfait. Ce qui supposerait donc l'expulsion de 2,3 millions de personnes. Le Netanyahou lui-même, le Premier ministre, avait dit devant ses militants, il faut réduire la population de Gaza à son minimum. Et puis le ministre des Communications, Shlomo Karki, à cette même conférence, au micro, a dit une formule qui m'a frappé et que je pense qu'il faut retenir. L'immigration volontaire doit parfois être imposée avant d'être consentie. C'est une violence faite au langage qui est absolument... Mais on la comprend maintenant, en fait. Ce chaos, il est programmé. Je veux dire, l'aide pourrait rentrer. Le but en tout cas de ces 12 ministres, le but du socle d'extrême droite du gouvernement Netanyahou et de la coalition actuelle, qui fait qu'il tient encore, c'est l'expulsion massive. Et vous voyez, là, je ne fais que citer des déclarations publiques au micro de ministres, y compris des ministres, Bezalel Smotrich, c'est un énorme portefeuille, quoi. Donc, voilà, la seule, donc ça répond à votre question, en fait. La seule façon de comprendre, d'un point de vue israélien, ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y ait une forme de rationalité dans ce qui arrive, même si elle est tragique et absolument insupportable, c'est que on cherche en fait à organiser le chaos. Il faut encore rappeler, Aurélie Godard a eu raison de le dire, ça se passe au nord, et c'est là précisément où le Hamas n'est plus. Il n'y a plus d'autorité au nord, maintenant la guerre se fait au sud. Donc un chaos organisé pour que finalement la population civile soit obligée de fuir vers l'Égypte. C'est ça l'enjeu du moment. Alors justement, Aurélie Godard, je vous redonne la parole. Avant que la connexion soit interrompue, vous nous expliquiez en quoi et pourquoi les femmes et les enfants à Gaza étaient les premières victimes. Alors effectivement, ce qu'on voit, nous, dans les hôpitaux dans lesquels on intervient, c'est effectivement beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants, parce qu'ils sont les victimes de bombardements qui sont indiscriminés, qui sont massifs, extrêmement violents, diffus, et qui rasent des quartiers, si ce n'est des villes. Et que, évidemment, dans ces quartiers et ces villes, il y a une population qui est une population civile, donc faite de personnes âgées, d'enfants, de femmes, d'hommes, mais vraiment de gens qui se retrouvent au mauvais endroit, au mauvais moment, et qui sont les victimes des immeubles qui s'écroulent, des combats plus intenses de rue, et puis encore une fois, oui, de ces bombardements qui sont assez méthodiques du nord vers le sud, qui ont amené des villes entières à n'être plus qu'un tas de décombres, que ce soit Gaza City, que ce soit Khan Younis. C'est des pans entiers de la ville qui ont été détruits, si ce n'est la ville entière. Ce sont des infrastructures qui sont détruites. Donc c'est effectivement la population civile qui souffre à la fois des bombardements et puis ensuite de choses malheureusement plus invisibles, des femmes qui accouchent parce qu'elles sont enceintes et qui malheureusement ne peuvent pas avoir accès aux soins parce qu'il n'y a plus de route, parce qu'il n'y a plus d'hôpital, parce que le système sanitaire a été détruit lors de ces bombardements. Donc voilà, c'est l'ensemble de la population qui est affectée par cette guerre massive et non ciblée, non discriminée. Donc effectivement, ils sont malheureusement trop bien représentés dans les rangs des blessés, des décédés, et puis dans ceux qui ne sont pas encore comptés, malheureusement, ceux qui n'auront pas accès aux soins pour des choses de la vie quotidienne. Vous faites une visite, vous couchez, etc. Il y a tout cela qu'on ne voit pas.
Et c'est la population civile qui souffre de tout cela. Donc effectivement, avec entre autres beaucoup d'enfants, oui. En quelques mots, Aurélie Godard, on parle souvent du rôle, du travail des organisations non gouvernementales. Quel est le rôle également des médecins palestiniens? Quel rôle jouent-ils sur place? Alors ils sont fantastiques. D'une part parce qu'ils sont très bien formés, donc ils ont un niveau de soins initial qui est proche de celui qu'on fait en Europe. Hein. Ils ont accès à des choses complexes, à des niveaux de soins vraiment pointus. Et puis là, ils ont tenté de faire leur métier quand ils ont leur foi de soignant qui leur est chevillée au corps. Donc ils essayent, malgré les conditions, malgré les difficultés d'approvisionnement, de soigner. Et puis beaucoup m'ont dit quelque chose qui est, je trouve, extrêmement touchant et vraiment important. En fait, ils ont vu tellement de blessés ou de décédés qu'ils savent que aujourd'hui, demain, la semaine prochaine, ça peut être leur enfant, leur époux, leur épouse, leur frère, leur sœur, qui peuvent se retrouver dans ces lits d'hôpitaux, sur cette table d'opération. Et ils soignent en disant, si demain c'est ma famille qui est atteinte, j'aimerais qu'ils aient le niveau de soins le plus satisfaisant possible. Et donc, je les soigne comme si c'était ma famille. Parce que demain, je voudrais que ma famille, si elle est blessée, puisse avoir accès à cela. Donc, c'est vraiment une empathie et une compassion pour leur population qui est admirable parce que ils vivent dans des conditions qui sont tout aussi désastreuses que le reste de la population. Ils sont dans des tentes, sans accès à l'eau courante, à l'électricité. Beaucoup ont été déplacés. Donc, ils ont déjà des difficultés de survie, je dirais, avec l'inquiétude de est-ce qu'on sera les victimes de ces combats-là ce soir, demain. Mais malgré cela, ils essayent de faire au mieux. Alors, il y a des difficultés d'accès à l'ensemble de l'équipement médical, mais ils font de leur mieux possible pour effectivement soulager un peu, une petite goutte d'eau, mais soulager un peu les souffrances de leurs concitoyens. Merci beaucoup, Aurélie Godard et Vincent Lemur. On va poursuivre cette discussion à 8h20. France Culture, les matins du samedi, Quentin l'a fait. Et suite de notre conversation sur Gaza, sur le drame humanitaire qui s'est déroulé jeudi dernier et plus largement sur l'actualité de ce conflit qui oppose Israël au Hamas avec Vincent Lemire. Il est historien, professeur à l'université Gustave Eiffel, co-auteur de la bande dessinée intitulée Histoire de Jérusalem, une bande dessinée qui a paru aux éditions Les Arènes en 2022. Et nous continuons avec vous, Aurélie Godard. Vous êtes médecin anesthésiste en réanimation, responsable des activités médicales de Médecins sans frontières à Gaza. Aurélie Godard, on a beaucoup entendu parler d'un chiffre aujourd'hui et au cours des derniers jours, 30 000. 30 000, c'est le nombre, selon le Hamas, de morts à Gaza. Comment est-ce que vous analysez, vous prenez ce chiffre? Est-ce qu'il faut faire confiance plus généralement au Hamas dans le décompte des morts et des victimes à Gaza? Alors c'est très difficile de répondre à cette question parce qu'on n'a pas de source alternative, quoi qu'il arrive, pour compter. Ça, c'est la première partie de la réponse. Et puis la deuxième partie, c'est que ça, c'est les morts visibles et les morts des bombardements, des combats, qui n'incluent donc pas toutes les autres catégories de patients qui vont souffrir de la guerre, donc par défaut d'accès aux soins, parce que vous n'avez plus vos médicaments que vous prenez de façon chronique, et puis vous avez fait des stocks au début de la guerre, mais vous n'avez plus d'insuline pour votre diabète. Donc c'est de toute façon un chiffre qui est très grandement sous-estimé, parce que n'incluant que les blessés ou les décédés directs. Et puis ensuite, l'accès à beaucoup d'endroits de la bande de Gaza reste très difficile, si ce n'est impossible, et donc c'est effectivement mission très ambitieuse que de faire un décompte macabre de tous ces décédés. Quoi qu'il en soit, le chiffre est bien au-delà et n'inclut même pas les projections de besoins de santé de ces patients qui ont été amputés, qui ont des blessures qui vont durer pendant des semaines ou des mois et qui feront le lit de handicap lourd et de besoins médicaux importants aussi dans les prochains mois et années, même dans l'hypothèse d'un scénario favorable de paix durable dans les prochains jours ou semaines, si on arrive encore à croire à ça. On a beaucoup parlé, Aurélie Godard, dans la première partie de cette discussion du nord de Gaza et de la situation humanitaire dans cette partie de la bande de Gaza. Quelle est la situation aujourd'hui dans le sud, notamment à Rafah, où une population considérable a été contrainte de s'agglutiner? La situation, elle est également très difficile dans le sud.
Les estimations sont entre 1,3, 1,4, 1,5 million de personnes dans une ville qui en contenait 200, 250 000 avant. Et puis des gens qui ont été déplacés une fois, 2 fois, 3 fois, parfois plus. Et puis, pour que vos auditeurs se représentent, ce que c'est pour ces Palestiniens déplacés, c'est des gens qui avant vivent comme nous. Ils vivent dans des appartements, ils ont des canapés, des écrans plats, Internet, enfin bref. Et la plupart de ces gens ont dû évacuer et donc emporter leur vie, pour les plus chanceux dans une voiture, pour les moins chanceux dans une ou 2 valises avec leurs enfants, leurs biens les plus précieux, et puis vivent maintenant dans des tentes. C'est l'hiver, là ça commence à aller un peu mieux, mais il fait froid, il pleut, c'est des abris de fortune où vous n'avez pas accès à l'eau, pas accès à l'électricité, avec une promiscuité très importante. Donc les conditions de vie font en plus le lit de situations très difficiles, médicales et également humaines, quand vous vous retrouvez poussé à plusieurs reprises, avec la terreur au fond du ventre de savoir si la prochaine bombe est pour vous ou pas, et puis que vous avez toute votre vie qui tient dans une valise ou 2. C'est difficilement imaginable, et c'est en ça qu'on est choqué par tout ce qui se passe sur la bande de Gaza sur les derniers mois, parce que c'est vraiment l'accumulation des blessés de guerre, bien entendu, mais aussi de toutes les autres catastrophes, tragédies. Vincent Lemire, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a répété que l'offensive terrestre se déploierait jusqu'au bout de la bande de Gaza, jusqu'à Rafah, dans cette ville justement largement surpeuplée aujourd'hui. Est-ce qu'il donne désormais, ce Premier ministre israélien, la priorité totale à la guerre, peut-être même bien plus qu'à la libération des otages ? Oui, clairement, c'était son objectif depuis le début. Et il a même des ministres, ces ministres d'extrême droite le disent explicitement. Smotrich a fait une déclaration la semaine dernière en disant la libération des otages n'est pas l'objectif prioritaire. L'objectif prioritaire, c'est l'éradication, etc. Donc, le soi-disant équilibre entre les deux objectifs, surtout la fiction du fait que ça pourrait se faire en même temps. Ça ne peut pas se faire en même temps. Pourquoi ? Mais parce encore une fois, les seuls otages qui ont été libérés, il y en a 2 qui ont été libérés un petit peu par hasard, des soldats les ont trouvés, mais imaginez-vous bien, sur 240 otages, il y en a que 2 qui ont été trouvés par l'armée. Il y en a 3 par ailleurs qui ont été tués à balles réelles par l'armée, 2 puis 1 ensuite, qui était pourtant torse nu, les mains levées, mais le mode opératoire là, de l'armée israélienne fait qu'ils ont été abattus. Les seuls otages qui ont été libérés, une centaine d'otages, c'était au moment d'une trêve, parce que ça permet de sécuriser des corridors, de les faire sortir. La trêve, elle est négociée au Caire ou à Doha par la branche politique du Hamas. Les troupes de la branche militaire du Hamas qui détiennent les otages, ils n'ont pas des portables GSM branchés, si vous voulez, parce qu'ils savent très bien qu'il y a des drones israéliens partout, ils ne veulent pas être localisés. Donc rien que de transmettre les informations, de transmettre les listes dans un sens, dans un autre. Vous vous souvenez, la première trêve, on avait des listes extrêmement précises de noms, etc. Tout ça est négocié, tout ça ne peut pas se faire dans le chaos actuel. Et néanmoins, comment est-ce que la société israélienne accueille ce que vous êtes en train de décrire, Vincent Lemire, la pression de l'opinion publique, la pression notamment des familles des otages? Est-ce qu'elle est toujours aussi forte qu'au début et aussi visible? Alors, vous avez raison, les attaques terroristes du 7 octobre, par le nombre de victimes, par les modes opératoires, ont créé un sentiment de sidération dans la société israélienne, dont elle n'est pas sortie. Beaucoup d'Israéliens disent on est toujours le 7 octobre. Ça a cimenté un espèce de consensus de rage et de désir de vengeance que Netanyahou, évidemment, cherche à maintenir et cherche à cultiver le plus longtemps possible. Le seul dissensus, effectivement, c'est sur la question des otages. D'autant plus que ces otages, on le sait, sont massivement des originaires de ces fameux kibbutz, qui sont plutôt des laïcs de gauche, qui étaient d'ailleurs souvent très très engagés dans la coopération avec les gens de Gaza. Donc là, on a les 2 Israël qui se réveillent d'une certaine manière sur les objectifs de guerre. C'est vrai que le consensus israélien, il est
Enfin, il est en train de se fissurer. C'est toujours très, 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 très compliqué avec Netanyahou parce que c'est un piètre stratège, mais c'est un maître tacticien, hein. Il a toujours ces façons comme ça à la fois de diviser la société, d'hystériser le débat pour finalement emporter la mise. Mais c'est vrai qu'il y a les familles d'otages. C'est vrai qu'il y a les ultra-orthodoxes qui sont quand même le pivot de la coalition de Netanyahou actuelle. Il y a des ministres, on va dire, raisonnable de son cabinet de guerre, Yoav Gallant et Benny Gantz, qui il y a quelques jours ont fait une déclaration publique en disant il faut que les ultra-orthodoxes soient enrégimentés, enfin fassent leur service militaire. Alors, c'est un vieux débat, vieux sujet en Israël, mais là, avec ce qui se passe à Gaza, il y a quand même énormément de réservistes, hein, il y a 200 000, 300 000 réservistes. Là, Netanyahou, face à cette revendication, n'a que deux mauvaises solutions. Soit il refuse, et Benny Gantz et Yoav Gallant vont sortir du cabinet de guerre et il n'en restera rien, et il ne pourra plus faire la guerre, Netanyahou. Soit il accepte et les ultra-orthodoxes sortent de la coalition et il y a des élections immédiatement. Donc il y a aussi le monde du business, hein, qui commence à s'inquiéter d'une situation économique qui est très grave. Il y a les réfugiés du Nord, on en parle peu, mais du côté de la frontière libanaise, il y a plus de 100 000 Israéliens qui ont été déplacés, alors pas dans les conditions horrifiques dont on vient de parler pour Gaza, mais voilà. Et puis il y a des militants d'extrême droite qui participent à bloquer les convois humanitaires et les convois de nourriture à l'entrée de Gaza. Donc, effectivement, il y a un espèce de faux consensus de façade. Enfin, il y a un consensus autour de l'armée, et on pourrait dire des boys, hein, les soldats doivent être protégés, doivent être soutenus, mais politiquement, il n'y a pas de consensus, hein. Netanyahou est toujours à 15-20% d'opinion favorable. Il n'y a pas de leadership en Israël, et c'est un des problèmes israéliens du moment. Aurélie Godard, une dernière question à votre endroit, car vous devez retrouver l'hôpital dans lequel vous travaillez. On a beaucoup entendu parler ces derniers jours d'une possible trêve, notamment une trêve pour le Ramadan, une trêve qui débuterait logiquement le 10 mars, mais qui serait remise en cause à cause de ce jeudi noir et du drame qui s'est déroulé il y a 2 jours. Néanmoins, qu'est-ce qu'une trêve pourrait permettre du point de vue humanitaire ? Alors ça permettrait, on l'espère, en tout cas une entrée d'aide beaucoup plus massive sur la bande de Gaza, au sud comme au nord, et donc de soulager un peu les maux des derniers mois incommensurables. Et puis de faire un peu aussi l'état des lieux, des dégâts. Je suis médecin, donc de ce qui me concerne, sur les infrastructures de santé qui ont été attaquées. Est-ce qu'elles sont fonctionnelles? Oui, non. Qu'est-ce qu'il va falloir pour les remettre en route? Il y a plus de 2 millions de personnes, donc ça ne marchera pas avec les seules petites structures de santé très limitées qu'on a sur Rafah. Donc il faudra pouvoir relancer le système de santé, bien sûr aussi le système scolaire et toutes les autres infrastructures, mais en tout cas faire le bilan et puis, espérons-le, reprendre des activités pour toutes les populations qui en ont besoin, au moins à minima dans un premier temps. Mais voilà, faire une entrée d'aide massive, qu'on puisse reprendre un semblant de système de santé qui fonctionne très loin d'être à son niveau d'avant, mais qu'au moins on puisse se relancer. Et puis pour la population, c'est aussi un peu ils sont très résilients, les Palestiniens extrêmement résilients, très forts, mais là, ils touchent à leurs limites. Les gens sont épuisés, terrifiés, et ils arrivent aussi à leur capacité d'acceptation avec toutes les limites que ça a de la situation. Ça fait 5 mois et ils sont au bout de ce qu'ils peuvent supporter. Donc ça fera aussi au moins une bouffée d'air qu'on espère bien plus pérenne que les quelques semaines qui sont en train de se discuter. Mais ça fera au moins une accalmie, et puis on peut relancer les besoins de base et couvrir quelques-uns des besoins médicaux. Merci beaucoup Aurélie Godard d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que vous êtes médecin anesthésiste en réanimation, responsable des activités médicales de Médecins sans frontières à Gaza. Vincent Lemire, pour vous, depuis jeudi, cette perspective possible d'une trêve qui pourrait commencer au moment du Ramadan, au moment du début du Ramadan, elle est totalement remise en cause ? Mais non, j'en suis pas sûr. Effectivement, Joe Biden avait parlé il y a 2-3 jours en mangeant une glace à la vanille d'une trêve qui arriverait le lundi. Alors ce lundi, personne n'a compris cette date. Une trêve dès lundi, ça semble compliqué. Pourquoi ? Parce que effectivement, ce qui s'est passé jeudi, ça modifie les paramètres de la négociation. Et ça renforce plutôt
on va dire, la main du Hamas. Ça affaiblit surtout Netanyahou, ça renforce la pression internationale. Donc à partir du moment où les paramètres, où les curseurs bougent, bon, bah forcément, ça va retarder un petit peu. Mais vous l'avez dit, la date butoir du Ramadan est toujours là. C'est vrai que c'est dimanche 10 mars, mais bon, samedi, c'est un jour compliqué. Le vendredi, c'est la grande prière. Donc, en fait, c'est plutôt d'ici jeudi que ça pourrait se mettre en place. Donc, non, moi, je ne crois pas du tout. Peut-être que ça la retarde un tout petit peu, mais c'était Netanyahou. Netanyahou reste l'obstacle à ce cessez-le-feu. Il est affaibli parce qu'il est arrivé jeudi. Et les États-Unis et Biden et l'opposition démocrate, etc., et l'opinion publique internationale partout en Europe et les gouvernements. On n'avait pas entendu Emmanuel Macron, Stéphane Séjourné s'exprimer de façon aussi claire et nette, et puis le gouvernement britannique. Enfin, il y a y compris des pays qui étaient très très proches d'Israël, qui restent très très proches d'Israël, qui sont en fait en train de s'inquiéter aussi de l'effondrement de l'image d'Israël dans l'opinion publique internationale. Vous dites que la tragédie de jeudi a permis de revoir les paramètres de la négociation. Où est-ce que cette négociation a lieu aujourd'hui? Vous évoquiez un peu plus tôt dans notre échange Le Caire et Doha. Qui concrètement participe à négocier cette trêve? Mais écoutez, depuis le 7 octobre, on rappelle que le Hamas, c'est un mouvement complexe, c'est un mouvement avec une branche militaire et une branche politique. On sait que le 7 octobre, c'est la branche militaire, ne serait-ce que parce que pour des raisons opérationnelles, on ne va pas discuter en assemblée générale, si vous voulez, ou même en réunion politique, qui sont avec des informateurs israéliens partout, d'une opération telle que le 7 octobre. Donc il y a la branche militaire qui a décidé unilatéralement et toute seule du 7 octobre. Il y a la branche politique, donc c'est à Doha. La branche politique, c'est Ismaël Haniyeh. Ismaël Haniyeh, c'est quelqu'un qui a été Premier ministre de Mahmoud Abbas pendant quelques mois, après avoir remporté les élections législatives en 2006. Il y a des responsables du Hamas aussi au Liban, il y en a en Turquie, voilà, il y a des réunions qui se font au Caire. Il y a eu une réunion aussi il y a quelques jours, il y a 2 jours, en fait, à Moscou. C'est aussi pour ça que je dis que ces 2 conflits sont liés, on le sait depuis le début, entre les responsables du Hamas et l'autorité palestinienne pour préparer en fait la suite. Et cette fameuse question de l'autorité civile pour que ce qui est arrivé jeudi n'arrive plus. Donc les négociations, elles doivent d'abord se faire. Alors c'est plutôt à Doha, on va dire, que les Israéliens rencontrent les négociateurs palestiniens. Mais ensuite, il faut que tout ça soit transmis effectivement jusqu'à la branche militaire qui détient les otages dans les sous-sols de Gaza. L'actualité de ce conflit, elle se passe également en Cisjordanie. On parle beaucoup de Gaza depuis le début de cette conversation, mais il faut également évoquer la Cisjordanie où lundi, le gouvernement de l'autorité palestinienne a remis sa démission. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Pourquoi cette démission est-elle advenue? Et plus encore, qu'est-ce qu'elle représente? Est-ce que c'est d'abord un symbole ou une vraie réforme de l'organisation de libération de la Palestine? Non, c'est pas une réforme, mais c'est, on va dire, un signal pour ouvrir le jeu. Et c'est pour ça que c'est relié avec ce que je venais de dire sur Moscou, des discussions avec le Hamas, avec l'administration américaine. Il s'agit de préparer la suite, en fait. Les seuls qui réfléchissent véritablement à la suite, aujourd'hui, ce sont effectivement les Palestiniens, et y compris avec les Américains. Alors rappelez-nous peut-être d'un mot ce qui s'est passé. Cette démission, elle est issue des pressions notamment des pressions américaines et internationales. Pourquoi elle a lieu maintenant et qu'est-ce qui devrait advenir? En fait, Joe Biden a parlé très vite après le 7 octobre d'une autorité palestinienne qui serait revitalisée et qui pourrait avouer. Les Américains savent, ils ont quand même, Biden l'a dit d'ailleurs tout de suite, il a dit nous avons appris de nos erreurs, l'Afghanistan, l'Irak, etc. On a parlé de la Somalie tout à l'heure, c'est-à-dire comment il ne faut pas faire la guerre, quoi. Et donc il faut une autorité civile locale, et cette autorité civile, on peut pas l'amener à l'arrière d'un pick-up militaire. Il faut qu'elle ait un semblant de base démocratique et légitime. Donc voilà, il s'agit en fait de rebooter en fait un peu le jeu politique palestinien. Il faut rappeler, et on peut pas, ça ne veut pas dire qu'il faut s'en réjouir, mais il faut rappeler que les dernières élections législatives, c'est celles de 2006, et qu'elles avaient été remportées très largement par le Hamas. Et à la loyale, il y avait des milliers d'observateurs internationaux partout, dans tous les bureaux de vote,
très très largement à Gaza, mais très largement aussi en Cisjordanie. Et que depuis, aucune élection n'est organisée et la moindre perspective même d'une élection possible est repoussée. Oui, mais il y a 2 endroits où les gens votent, c'est les universités et les municipalités. Donc nous, les observateurs, on regarde à chaque fois les élections universitaires, où le Hamas ne cesse de gagner des points, y compris à Birzeit, où il y avait quand même une base militante laïque pro-OLP, FPLP, communiste extrêmement forte. Le Hamas ne cesse de progresser dans les élections universitaires et également dans les élections municipales, des maires très proches du Hamas, y compris en Cisjordanie. Et puis il faut redire aussi que le Ramadan arrive. Le Ramadan, c'est une période de jeûne, c'est une période d'exaltation, c'est une période de rassemblement. Au moment du Ramadan, il peut y avoir jusqu'à plus de 100 000 personnes rassemblées sur l'esplanade des mosquées. Le ministre israélien du patrimoine a déclaré hier qu'il fallait annuler le mois de Ramadan et ne pas avoir peur d'une escalade des tensions et voire de confrontation, non seulement en Cisjordanie, non seulement à Jérusalem-Est, mais y compris sur l'esplanade des mosquées s'il fallait. Il y a en ce moment un débat très dur au sein des services de sécurité israéliens et entre le service de sécurité et le gouvernement et les ministres d'extrême droite pour savoir si on va laisser en fait un plein accès à l'esplanade des mosquées. Il faut rappeler, tout est lié, il faut rappeler que l'opération terroriste du 7 octobre, elle s'appelait Déluge d'Al-Aqsa. Donc la justification, c'était les menaces du gouvernement d'extrême droite israélien sur la mosquée Al-Aqsa. D'un mot, Vincent Lemire, dans la nuit du jeudi 22 au 23 février, le Premier ministre israélien a prévu le maintien d'une présence militaire dans l'enclave, dans un plan de l'après qu'il a dévoilé. L'autorité palestinienne, elle, a rejeté ce plan qui perpétue l'occupation, tandis que les États-Unis ont rappelé leur refus d'une réoccupation de Gaza. Est-ce que cet après, il est quand même un tant soit peu pensé par Israël, où Israël se trouve forcé, je parle du gouvernement israélien bien sûr, où ce gouvernement israélien se trouve forcé de réfléchir à un après? Alors, Netanyahou a annulé plusieurs fois les réunions qui étaient prévues au sein de son cabinet de guerre, réunions à huis clos, les réunions qui étaient prévues pour parler du jour d'après, the day after. Il ne veut pas en parler. Le plan qu'il a énoncé, c'est un espèce de non-plan. On va rester de façon limitée pour tenir des points, etc. C'est pas un plan, ça. C'est de la petite tactique. On l'a dit tout à l'heure, avant 8 heures. Les seuls qui ont un plan au sein du gouvernement israélien, c'est l'extrême droite et c'est un plan d'expulsion massive des populations civiles de Gaza. Merci beaucoup Vincent Lemire d'avoir participé ce matin au matin du samedi sur France Culture. Je rappelle que vous êtes historien, professeur à l'université Gustave Eiffel, co-auteur de cette bande dessinée que l'on recommande très très chaudement. Déjà plus de 200 000 exemplaires vendus. Elle s'intitule Histoire de Jérusalem. Elle a paru aux éditions des Arènes. C'était en 2022. Il est 8h41.